dans le dernier point de l'information, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Les directeurs des opérations de la Banque mondiale en Afrique sont en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour réfléchir sur la vision de développement de l'Afrique. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part à cette rencontre. Plus de 570 milliards de francs CFA d'intention de financement mobilisés au terme de la conférence sur le financement mondial. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a pris part ce mardi à Oslo, en Norvège, à la dite conférence. L'industrie pharmaceutique, nous en parlons ce soir, industrie pour le moins embryonnaire en Côte d'Ivoire, une industrie qui peine à prendre son envol. Le secteur pharmaceutique face au défi de l'industrialisation, nous en parlons ce soir, ce sera dans le dossier Ecoplus. Mais avant, je vous le disais tantôt, les directeurs des opérations de la Banque mondiale en Afrique sont en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour réfléchir sur la vision du développement de l'Afrique. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part à cette rencontre. C'est ce que nous dit Jérôme Kofi Abola. Un lieu, l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Une rencontre, celle entre les directeurs des opérations du groupe de la Banque mondiale en Afrique. Un thème à l'occasion de cette rencontre, la vision du développement de l'Afrique. Présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à cette réunion, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se dit optimiste quant à l'avenir de l'Afrique, tout en se félicitant de la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Notre pays est très honoré d'avoir été choisi pour abriter ce rassemblement, qui constitue pour nous une preuve supplémentaire de l'excellente qualité de nos relations avec le groupe de la Banque mondiale. Nos relations sont anciennes et de qualité. Elles datent en effet du 11 mars 1963. Depuis cette date, les volumes et interventions du groupe ont fortement augmenté pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de dollars US avec une diversification des secteurs d'intervention. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent. L'Afrique que nous voulons, celle que ses dirigeants œuvrent à bâtir selon la vision de l'Union africaine pour 2063, est une Afrique intégrée, prospère et en paix. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan de préciser qu'au regard des objectifs fixés par les dirigeants africains qui partagent cet optimisme, il faut, et je cite, une Afrique dont le développement s'appuie sur le potentiel de ses populations, notamment les femmes et les jeunes, soucieux du bien-être des enfants. Une Afrique, ce continent qui doit agir en tant qu'acteur et partenaire fort. Une Afrique unie et influente sur la scène internationale. On poursuit avec les activités du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a accordé une audience au chef de l'Église orthodoxe, Béatitude, pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II. À l'agenda du chef de l'Église orthodoxe en Côte d'Ivoire, il est en visite officielle, on le rappelle, la consécration donc de l'Église orthodoxe en Côte d'Ivoire et la pose de la première pierre d'un institut d'enseignement confessionnel, et ce sera à Aboville, à Boussanogo. Sa béatitude, le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique de l'Église orthodoxe Théodore II, en visite officielle en Côte d'Ivoire, reçu par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. Le chef de l'Église orthodoxe a salué les efforts de paix et de réconciliation du président de la République Alassane Ouattara, puis a formulé des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande bénédiction que notre Église orthodoxe est venue ici et qu'elle soit aussi parmi les églises de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui reçoit toutes les églises, et afin qu'elles vivent en parfaite harmonie. J'ai vécu comme étant africain et je suis venu aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire en tant que patriarche
Et je supplie les bons dieux pour qu'ils puissent nous accorder la force de pouvoir réaliser pour les enfants de la Côte d'Ivoire les œuvres dont nous avons dans notre agenda. Dans toutes les conférences internationales dans le monde, je parle toujours de l'Afrique qui est le continent du futur. Accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et des membres de sa communauté, sa béatitude Théodore II va procéder ce mardi soir dans la commune de Cocody à la consécration de la paroisse de son église, suivie d'une grande prière pour la paix. Et il sera ce mercredi à Agoville pour la pose de la première pierre d'un institut d'enseignement confessionnel. Plus de 570 milliards de francs CFA d'intention de financement mobilisés au terme de la conférence de financement mondial. Conférence donc sur le financement mondial. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prenait part ce mardi à Oslo, en Norvège, à la petite conférence. On fait le point avec Herman Guivet. Au Hôtel de Ville d'Oslo, des promesses d'engagement pour le refinancement du mécanisme de financement mondial en faveur de la santé se font entendre. Je réaffirme ici, au nom de mes pairs, notre engagement à maintenir à un bon niveau les ressources budgétaires domestiques indispensables pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Nous engageons à hauteur de 360 millions de dollars des États-Unis. Notre engagement est de 200 millions. S'il nous est possible de parvenir à recueillir 1 milliard de dollars aujourd'hui, je m'engage au nom de mon président et de tout le personnel de la Banque mondiale qu'à notre tour, nous apporterons 7,5 milliards de dollars. Puis l'engagement de la Côte d'Ivoire à financer davantage le secteur de la santé par la voix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à assurer un accroissement des ressources internes d'au moins 15% annuellement, et ceci en continu, en faveur de la santé dans le cadre de l'accélération de son programme social. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos sur l'espoir que nous ferons converger, et ceci notamment avec la mobilisation des donateurs et les efforts de nos différents gouvernements, que nous ferons progresser et relever le défi de donner dans le monde entier à chaque femme, à chaque enfant et à chaque adolescent les mêmes chances de survie à la naissance et une bonne santé tout au long de leur vie. Et pour cela, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'engage elle aussi à contribuer au GFF avec un montant de 1,5 million de dollars. Merci. Plus d'1 milliard d'intentions d'investissement collectées par les pays participants à cette conférence. La moisson est abondante, les engagements affirmés seront confirmés. Mobiliser des ressources domestiques pour le financement des politiques de santé, un défi que la Côte d'Ivoire s'applique à relever depuis plusieurs années et ses efforts seront renforcés. À travers leur collaboration avec le GFF, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et d'autres pays ont démontré qu'il était possible pour tous les pays d'améliorer leur avenir en investissant dans les populations les plus vulnérables par l'accroissement des investissements de santé. Plus de 570 milliards de francs CFA, bailleurs de fonds, Banque mondiale, Fondation Melinda et Bill Gates et autres pays viennent ainsi de répondre aux besoins urgents des pays de transformer le financement de la santé pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui visent à mettre fin aux décès évitables de mères et d'enfants ainsi qu'à améliorer la santé, la nutrition des femmes et des adolescents. Et en marge de cette conférence, le Premier ministre ivoirien a été reçu en audience par le Premier ministre norvégien. Amadou Gon Coulibaly et Erna Solberg ont évoqué la coopération bilatérale entre leurs deux pays. On retrouve Herman Guivet. La conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial achevée. 2 étages plus haut, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, reçu en audience par la première ministre de Norvège, son Excellence Erna Solberg. Le Premier ministre venu traduire à Madame la Première ministre de Norvège toute la gratitude du président de la République Alassane Ouattara pour l'invitation faite à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso
pour y prendre part. Nous avons échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Nous avons identifié des points de coopération, notamment dans le secteur pétrolier. Nous avons sollicité l'appui de la Norvège pour un centre de formation dans le secteur du pétrole. Nous leur avons également indiqué que notre pays se portait bien, que la Norvège nous avait soutenus en 2010-2011 en Côte d'Ivoire pour un retour à la paix. Nous avons remercié. Nous avons remercié pour le soutien qu'ils ont apporté pour l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons décidé de travailler ensemble au titre de la coopération internationale. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Norvège se porte très bien. Sur le plan diplomatique, 1734 visas d'entrée en Côte d'Ivoire ont été délivrés, la majorité des demandeurs étant des hommes d'affaires. Les importations de la Norvège en provenance de la Côte d'Ivoire s'élèvent à plus de 3 milliards, quand les exportations de la Norvège vers la Côte d'Ivoire sont estimées à plus de 6 milliards de francs CFA. On poursuit en images, toujours avec le chef du gouvernement ivoirien. Il a été reçu par la directrice générale de la Banque mondiale, avec Kristalina Georgieva. Il a été question de coopération financière entre les deux parties. Le compte-rendu de Herman Guivet dans nos prochaines éditions. L'industrie pharmaceutique, on en parle à présent. Une industrie pour le moins embryonnaire en Côte d'Ivoire, une industrie qui peine à prendre son envol. Notez que le pays importe chaque année environ 96% de son besoin national en médicaments et les 4 autres pourcents sont couverts par 5 unités industrielles qui se partagent donc le marché. Le secteur subit de plein fouet la course à l'importation. Conséquence, eh bien, l'industrie locale est moins compétitive. Autre difficulté, l'existence d'une économie parallèle avec, vous l'imaginez bien, le phénomène des médicaments de rue. Alors, comment l'industrie pharmaceutique locale fait-elle face à toutes ces difficultés? Comment se prépare-t-elle à relever les défis de l'industrialisation? Le dossier EcoPlus de ce mardi est signé Cheikh Koné. Marché Roxy Adjamé. Nous sommes en octobre 2017. La destruction des différents points de vente de médicaments de rue annonçait un nouveau départ pour l'industrie pharmaceutique ivoirienne. Un an après, ce marché illégal de médicaments de rue s'est reconstitué, entraînant du coup la désolation et un choc financier pour l'industrie pharmaceutique. Urgence signalée donc. Tous les acteurs du secteur, membres de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, industriels, grossistes et répartiteurs et officines de pharmacie se réunissent ce matin. Un seul point à l'ordre du jour, analyser et mesurer l'ampleur du retour de Roxy. De façon très responsable, nous devons essayer de faire face à ce phénomène de médicaments de la rue, qui part parce que ça rapporte, pas pour le côté financier et tout ça, mais pour la protection des populations. On a prêté serment pour ça. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir protéger nos populations. C'est une véritable obsession pour l'industrie pharmaceutique. Le phénomène des médicaments de rue représente 30% des ventes de médicaments sur le territoire national. Un manque à gagner qui plombe les chiffres du secteur. Environ 50 milliards de francs CFA de pertes chaque année, dont 5 milliards de francs CFA pour l'État. Les médicaments de rue font partie ainsi des obstacles majeurs au développement d'une industrie locale du médicament en Côte d'Ivoire. L'activité pharmaceutique, c'est le fabricant, le grossiste répartiteur, l'officine de pharmacie et la population. Ça respecte une règle qui est universelle, c'est une règle qui est incontournable. Chaque fois qu'on veut contourner la règle, on s'expose à un certain nombre de dangers parce qu'on n'a plus affaire à des médicaments, on a affaire à du poison. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Et phase répressive, non pas seulement pour les tiers, même également pour nous-mêmes pharmaciens, parce qu'il nous revient de sorte que des pharmaciens sont impliqués effectivement dans ce phénomène. Et je pense même que la sanction doit être encore plus grave pour le pharmacien lui-même, qui connaît le médicament, qui sait les dangers donc des médicaments lorsqu'ils sortent de leur contexte. Depuis 1988, date de création de la première usine de fabrication de médicaments,
l'industrie pharmaceutique locale n'a pas connu de réelle évolution. 5 unités industrielles sur 8 existantes en 30 ans sont opérationnelles. Cipharm, Olea, Lic Pharma, Pharma Ivoire Nouvelle et Laboratoire pharmaceutique de Côte d'Ivoire. Vous voyez ce nombre a véritablement augmenté, ça aura un impact positif, notamment sur le coût, sur la qualité et sur la disponibilité. Le problème, c'est que est-ce que ces industries-là arrivent à fonctionner comme il se doit? Est-ce qu'ils arrivent à couvrir nos besoins? Pourquoi jusqu'à présent, on importe pratiquement tous nos problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. La course à l'importation massive, elle retarde l'attractivité de l'industrie locale. Chaque année, c'est environ 96% de la demande nationale qui est importée, tandis qu'au Nigeria et au Ghana, la production couvre respectivement 37 et 30% des besoins locaux en médicaments. Là où la Côte d'Ivoire ne couvre que 4% de ses besoins. Pourtant, le marché du médicament en Côte d'Ivoire est énorme, même si l'industrie pharmaceutique locale recherche encore ses marques. Elle produit près de 250 millions de boîtes de médicaments chaque année pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Plus de 6500 emplois en jeu et seulement qu'à Abidjan, les remboursements de médicaments appelés également le tiers payant ont dépassé la barre des 90 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres a priori importants, mais en deçà du réel potentiel de l'industrie locale ivoirienne. Après l'aéronautique, c'est l'industrie qui rapporte le plus dans le monde. Donc il est extrêmement important que pour tout pays, qu'on décide, qu'on mette en place des politiques pour rendre l'industrie pharmaceutique comme un secteur stratégique. Les conditions réglementaires, fiscales et douanières représentent un fardeau selon les industriels locaux. Ils déplorent un régime d'exonération complète des droits de douane et la TVA accordée aux médicaments importés, tandis qu'aucune mesure d'exception pour la production locale. Conséquence, les unités industrielles locales fonctionnent à 20% de leur capacité réelle. Elles sollicitent des mesures protectionnistes pour leur survie. Nous avons demandé la fameuse blacklist qui est connue dans toute la CEDEAO. La blacklist, qu'est-ce que c'est? C'est tous les médicaments produits en Côte d'Ivoire devraient être interdits d'importation. Ça, c'est vraiment le premier point qui permettrait aux industries locales d'être boostées. Nos gouvernants doivent faire l'effort pour protéger l'industrie locale, appliquer un peu le protectionnisme, c'est-à-dire faire un peu la préférence nationale. Il faut donner les lois de préférence nationale. La Côte d'Ivoire est en train de mettre la couverture maladie universelle. Où est-ce qu'on va enlever tous ces médicaments si on n'a pas un tissu industriel? On ne va pas encore importer. Vous voyez? Donc c'est pour cela, l'un dans l'autre, le gouvernement a demandé, proposez-nous très vite, à travers le Premier ministre le disait, une politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive. Parce que si elle ne l'est pas, les investisseurs vont aller ailleurs. Autre maillon de cette industrie, la distribution, animée par les grossistes répartiteurs. La Côte d'Ivoire en compte 4. Leur rôle, acheter, stocker et distribuer des produits pharmaceutiques auprès des officines de pharmacie. Dans l'approvisionnement du marché, les grossistes répartiteurs, acteurs incontournables du secteur, font aussi face à des difficultés majeures. Ils se défendent d'être à la base de la cherté des médicaments en officine de pharmacie. Nous avons le prix d'achat qui est fixé par l'État, le prix de vente au public qui est fixé par l'État, le prix, la marge du pharmacien d'officine qui est fixé par l'État, et le reste, c'est à nous de trouver, je dirais, des moyens d'optimiser nos commandes pour pouvoir justement trouver une marge. En général, elle aussi autour de 10-12%. Chaque jour, les grossistes approvisionnent les 805 officines privées de pharmacie sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle PSP, elle, approvisionne le secteur public. L'enjeu, c'est la garantie de l'approvisionnement et l'accès aux médicaments. Face à l'importation massive de médicaments et le phénomène de médicaments de rue, les acteurs du secteur pharmaceutique disent avoir le regard tourné vers l'État pour la mise en œuvre d'une politique attractive de l'industrie pharmaceutique. La réussite de la couverture maladie universelle CEMU devrait en dépendre, car 40 à 54% des paniers de soins de la CEMU sont représentés par des médicaments. Voilà, le secteur pharmaceutique face aux défis de l'industrialisation.
Dossier EcoPlus signé Cheikh Koné. On parle à présent infrastructure routière. Démarrés depuis juillet dernier, les travaux de réhabilitation des voiries des communes de Cocody et du Plateau se poursuivent. Cela sous la supervision de l'AGEROUTE et du BNET. De jour comme de nuit, vous l'avez certainement remarqué sur nos voies, les travaux de renforcement du bitume, de création de voies piétonnes ou encore d'aménagement paysager sont effectués. Cela pour assurer le confort de la circulation sur les différentes voies. Et bien justement, notre reporter Jean-Luc Bangbo en a parcouru quelques-unes sans constat. Jeudi 1er novembre, pas de férié pour les travailleurs de ce chantier en plein cœur du plateau. Sous la supervision de leur chef de chantier, ils s'échinent à redonner vie au jardin de la place de la République. Ici, on est au début du chantier, c'est le chantier parcours officiel qui consiste à un aménagement paysager, travaux routiers et travaux de VRD. Donc là, comme vous voyez, on est en train d'aménager l'espace vert du rond-point. On va changer selon le projet et on a aménagé l'accotement, on l'a embelli et pareil, la route, on a réhabilité. Ce chantier sera livré le mois prochain. Il fait partie d'un vaste projet qui consiste non seulement à renforcer la voirie, mais également à assurer la mobilité piétonne en créant des trottoirs en pavé et à faire des aménagements paysagers dans les communes du Plateau et de Cocody, initié depuis le 1er juillet 2018 par l'agence de gestion des routes AGEROUTE. Il faut savoir que ces travaux dans ces deux communes-là ont une durée de vie de 10 mois. Aujourd'hui, nous avons un taux d'exécution de 40% contre un délai consommé de 30%. Donc je peux dire que les travaux avancent. Les travaux ont commencé le 1er du mois de juillet. Normalement, les travaux doivent finir en avril 2019. Plusieurs opérations d'entretien routier ont démarré en octobre 2017 dans la ville d'Abidjan. Certains sont achevés, comme ici au carrefour La Vie, à Cocody, à l'intersection entre les boulevards Mitterrand et Martyr. Le chantier était fortement dégradé, donc on a décaissé la partie, on l'a remplacé par de la gare bitume et enfin on est venu mettre la couche de roulement dessus qui est du bébé. Et donc on a fait par section parce que la section suivante a été reprise depuis 2011. Donc elle est encore en bon état. Il s'agit du carrefour La Vie jusqu'à l'école de gendarmerie. Et donc on n'a pas eu besoin de toucher à cette section-là. En ce qui concerne la qualité des travaux, il faut dire qu'il y a le LBTP qui nous accompagne et qui fait les tests, qui fait des prélèvements. Et donc nous sommes là pour regarder en fait ce qui se fait et puis gérer la partie quantité des travaux. Dans le jargon des travaux routiers, on parle de rechargement qui est en fait un renouvellement de la couche de revêtement du bitume. C'est cette opération qui est en cours sur le boulevard Mitterrand. Mais pour voir les travaux, il faut attendre 22 heures. Des dispositions particulières accompagnent leur réalisation. Il y a des dispositions particulières en termes de sécurité. Il faut déjà faire la sécurité avant d'entreprendre les travaux. Cette voie, elle est beaucoup empruntée par les usagers, donc il faut mettre la sécurité en place pour ne pas qu'on ait un conflit de trafic. Les usagers, tout en saluant ces travaux, se sont accommodés aux dispositifs mis en place pour préserver une partie de la circulation. Quand ils travaillent la nuit comme ça, c'est bien sécurité. Non, sinon on voit ça, c'est bien pour nous. Si la route est bien propre, tu vois les embouteillages, ça va diminuer. Voilà, si la route est bien aussi, tu vas voir les accidents aussi, ça va diminuer. C'est une très bonne chose, très bonne chose. Ça améliore l'état de nos véhicules, ça améliore aussi la qualité de circulation, la qualité de vie. Donc je pense que c'est bien, en tout cas on sent du professionnalisme. L'ensemble de l'opération de réhabilitation de la voirie dans les communes du Plateau et Cocody coûtera environ 6 milliards de francs CFA. En termes de résultats, c'est environ 200 km de voirie sur toute la ville d'Abidjan qui ont été traités depuis 2017. Les logements sociaux, on en parle également ce soir. Le ministère de la Construction veut redynamiser le programme. Un séminaire pour évoquer la question a donc été organisé récemment. C'était à Yamoussoukro. On fait le point avec Léon Brou. Site des logements sociaux et économiques de Yamoussoukro, route de Didiévi. Plus de 7 hectares entièrement viabilisés pour accueillir 545 maisons de 2 à 5 pièces avec équipement communautaire. Les premières maisons sont livrables pour mars 2019 pour les villas basses, les 175 premières, et puis on atteint les 209 pour la fin d'année 2019.
Avancée exemplaire, juge le ministre de la Construction, mais pour ce seul opérateur immobilier agréé sur les 5 de Yamoussoukro. Bruno Koné de confier que l'État a déjà honoré la purge des droits coutumiers et fonciers, la réalisation des VRD primaires, dit l'urgence à redynamiser le programme présidentiel d'offres de logement. Concrètement, les mesures vont de la sortie au regroupement des entreprises à faibles capitaux. Certains sont déjà sortis du programme, d'autres ont été mis ensemble pour regrouper leurs forces à partir du moment où elles peuvent nous permettre de réaliser l'objectif qui est prévu, qui est de 150 000 logements en 2020. Nous entrevoyons une dizaine d'opérateurs internationaux capables de faire chacun 10 000, 20 000 maisons par an. Aussi un réexamen les critères d'accès aux logements sociaux et économiques. Nous avons des réflexions qui sont conduites au niveau du cabinet pour que les coûts soient encore plus bas. Et surtout pour que le logement social tel qu'il est défini s'adapte à la cible qui a besoin de ces logements sociaux. Cette cible, c'est vraiment les Ivoiriens qui ont le moins de moyens. Dans le même élan de célérité des travaux, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité les futurs locaux du Sénat à Yamoussoukro. Le point à présent de la conférence de presse tenue ce mardi par le porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani s'est prononcé sur les accusations de fraude portées contre le RHDP au sortir des élections couplées du 13 octobre dernier. Gabriel Zani. 20 régions sur 30, 120 communes sur 200 pour les résultats proclamés par la CEI. Avec le ralliement de plusieurs indépendants, le RHDP se félicite de sa victoire aux récentes élections locales. Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole de la formation politique, dit que le parti n'a pas fraudé. Le RHDP est seulement victime de sa victoire. Il a tenu à faire ces précisions ce mardi devant la presse eu égard aux interventions de certains adversaires politiques accusant le RHDP de fraude massive. Le RHDP rejette catégoriquement toutes les accusations fallacieuses de fraude proférées à son encontre. Ces élections qui constituent un test ont été brillamment remportées par le RHDP, qui affirme ainsi son implantation sur tout le territoire national. Les élections terminées, mais les violences intervenues dans ces joutes électorales ne laissent indifférent aucun parti politique. Le RHDP juge ces violences inacceptables, les condamne et en appelle à la responsabilité de la classe politique. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, institution en charge du contentieux électoral, l'on enregistre ça et là des propos, des actes et manifestations de violence de nature à troubler l'ordre public. Le RHDP voudrait profiter de cette tribune pour en appeler à la responsabilité de la classe politique. La Côte d'Ivoire est notre bien à tous. Nul n'a le droit de ruser avec la vie des Ivoiriens, avec la paix et avec la stabilité de notre pays. Dans l'attente du règlement du contentieux relatif aux récentes élections locales, les débats sur la réforme de la CEI, le découpage électoral reprennent. Le chef de l'État a été clair dans son message à la nation du 6 août 2018 en indiquant que la réforme de la CEI interviendra avant la présidentielle de 2020, mais pas avant les élections locales du 13 octobre 2018. Le RHDP s'insurge contre la mise en doute ou la falsification de la parole du chef de l'État. Le RHDP rejette toutes les accusations proférées contre lui. Selon son porte-parole, ces élections tests ont démontré incontestablement sa force et l'adhésion des populations à son message de paix et de cohésion véhiculé tout au long des 2 semaines de campagne qui ont précédé le scrutin du 13 octobre. Et l'actualité internationale nous conduit ce soir au Niger, aux États-Unis et au Cameroun. Le Cameroun où le président Paul Biya a prêté serment aujourd'hui 6 novembre pour un 7e mandat consécutif. Olivier Riebi, Abou Sanogo. Paul Biya,
Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun avec 71,28% de voix, investi ce mardi à l'Assemblée nationale pour un 7e mandat. Le président a prêté serment dans un contexte politique et social assez tendu, marqué par des contestations de sa victoire par les militants du MRC et par la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, 82 personnes, dont 79 élèves, majoritairement des garçons, ont été enlevés dans leur dortoir par des hommes armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone. Depuis quelques jours, l'armée nigérienne mène des opérations antiterroristes à la frontière avec le Burkina Faso. L'objectif est de démanteler des cellules terroristes installées dans le parc du W entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Avec ces assauts de l'armée, l'insécurité s'est déplacée à l'est du Burkina, où plusieurs attaques et des enlèvements ont lieu. Cette grande zone forestière frontalière située dans le sud du pays est un couloir de trafic et de banditisme depuis des années. Plus de 250 millions d'électeurs américains sont appelés à voter ce mardi dans le cadre des élections de mi-mandat, les mi-termes. Des élections qui pourraient permettre au Parti démocrate de récupérer la majorité de l'une des deux chambres du Congrès, le Sénat ou la Chambre des représentants actuellement dominée par le Parti républicain. Ce même jour, les électeurs vont également choisir les gouverneurs et leurs élus locaux. Bien que n'étant pas une élection présidentielle, ces scrutins au plan fédéral et local ont un enjeu très important cette année. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.